Correspondant en France pour le média suisse Blick, mais aussi essayiste, Richard Verly est notre invité. Nous allons tenter de décrypter cette séquence politique qui s'annonce pour le moins turbulente. Richard, le Premier ministre s'en prend violemment aux partis d'opposition et puis il semble aussi se dédouaner. Est-ce qu'il n'a aucune responsabilité dans cette crise politique à venir ? Il a une responsabilité énorme. Il est Premier ministre. C'était à lui de trouver les moyens d'obtenir la confiance, au moins la confiance dans la préparation d'un budget et ensuite le vote de ce budget. François Bayrou a choisi une autre méthode. Il a demandé la confiance non pas sur un projet de budget, mais sur une approche qui est celle des économies budgétaires de 44 milliards. Autrement dit, il a demandé en quelque sorte, il faut bien dire, une sorte de chèque en blanc à une majorité de députés. La réalité, c'est qu'une majorité de députés n'est pas prête à lui donner ce chèque en blanc sur la base de ce qu'il a proposé. Donc il y a, à mon avis, deux erreurs qui ont été commises par François Bayrou. La première, c'est qu'il aurait dû d'abord négocier, ensuite proposer. Il n'a pas négocié et on sait par exemple que pendant l'été, il n'a pas décroché son téléphone et il n'a pas parlé aux différents interlocuteurs des partis politiques. Et la deuxième erreur, c'est qu'il a dramatisé l'enjeu, sans doute en espérant qu'il y ait un sursaut populaire sur le thème « La France a besoin d'être remise sur les rails budgétaires » pour que les partis politiques dont il parle entendent enfin raison. Ce sursaut populaire n'a pas eu lieu et les partis politiques, eux, ils ont l'œil rivé sur un autre agenda, c'est 2027, l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut parler d'aveuglement ou de coup de poker ? Alors, de la part de François Bayrou, je pense qu'il y a eu sûrement une conviction erronée que le pays allait se mobiliser et que l'heure étant grave, et là il a raison, l'heure budgétaire étant grave, pour éviter la falaise, vous savez, il a fait cette métaphore de la falaise, pour éviter de tomber, eh bien tout le monde allait se ressaisir. Ce n'est pas le cas. Pour une raison simple, c'est parce que l'impression que la France au bord de la falaise n'est pas suffisamment forte. La deuxième chose, c'est aussi peut-être son tempérament, son charisme. Personne, en tout cas très peu de partis, ont envie de lui faire confiance pour mener cette barque-là. Donc il y a sûrement une équation personnelle. Il n'a pas réussi à coaliser sur son nom suffisamment de volontarisme pour affronter une réalité budgétaire qui, par ailleurs, est extrêmement dure. Alors on se souvient qu'Emmanuel Macron a eu énormément de difficultés il y a 9 mois à trouver un Premier ministre. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile, moins facile? Quelles sont les options? Plus on avance, moins c'est facile. Plus on avance vers la prochaine élection présidentielle, tout simplement parce qu'à ce moment-là, les partis et au sein des partis, les personnalités les plus en vue pensent avant tout à leur avenir et à ce qu'elles pourraient proposer comme projet pour la France. J'ajoute par ailleurs que tous les sondages quand même démontrent qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, la droite nationale populiste, en l'occurrence le Rassemblement national et ses alliés, serait en bonne place pour l'emporter, voire peut-être atteindre la majorité. Donc tout ça ne prête pas à la concertation. Le seul argument qu'Emmanuel Macron conserve, c'est l'argument du chaos. C'est-à-dire que la falaise, elle est là, la France a besoin de faire des économies budgétaires drastiques et que ça, c'est la mission de salut national. Maintenant, il n'a pas été entendu sous Michel Barnier. Rappelez-vous, Michel Barnier censuré début décembre. Il n'a pas été entendu avec François Bayrou, qui s'apprête, semble-t-il, à devoir quitter son poste et à présenter sa démission. Est-ce qu'il sera entendu la troisième fois, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il trouvera la personne qui pourra faire comprendre ce message et mobiliser ce qu'on appelle les partis de gouvernement, c'est-à-dire de la droite traditionnelle à la gauche social-démocrate? Il y a un modèle qui existe. Et moi, je suis très surpris que ce modèle n'ait pas été étudié en France dès le début. C'est le modèle allemand, c'est la grande coalition. Est-ce qu'enfin, on va arriver à une grande coalition pour sauver la France? Mais est-ce que c'est possible dans le cas de la France, qui n'a pas beaucoup d'expérience de grandes coalitions comme ça? Alors il y a deux écueils majeurs, vous avez raison. Il y a deux écueils majeurs. Le premier, c'est la présidentielle. L'Allemagne, ce n'est pas un système présidentiel. Or, ceux qui se mouilleraient, entre guillemets, dans une grande coalition ont peur de perdre des plumes pour la présidentielle 2027, parce qu'ils seront soumis au chantage à la fois de la droite radicale et de la gauche radicale. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour convaincre
qu'une grande coalition est possible, il faut une personnalité qui inspire la confiance. Et cette personnalité, pour l'instant, on ne la voit pas. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron peut la trouver? On cite Gérald Darmanin, qui pourrait tenter le coup, l'actuel ministre de la Justice, qui vient de la droite, mais rallié très tôt à Emmanuel Macron. On cite des gens de gauche, comme Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères. On cite Bernard Cazeneuve. Peut-être, ou alors, dernière hypothèse, Emmanuel Macron décide de mettre tout le monde en sommeil, gouvernement technique, juste passage d'un budget, un budget vraiment ric-rac, et on ne fait plus rien d'autre jusqu'à 2027. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'en 2027, vous aurez l'avalanche des rancœurs et des ressentiments. Merci beaucoup, Richard Verly, pour votre